Je ne comprends pas pourquoi sont-ils tous agglutinés autour d'elle. Personne ne s'inquiète de moi. Ce n'est pas juste, c'est elle la fautive. C'est de moi dont il faudrait s'occuper en priorité. C'est étrange, je ne sens rien. Je dois être mal au point. Je suis allongé sur le ventre, je ne sens pas la pluie qui s'abat sur mon dos dans la nuit noire, je ne sens pas le sol humide, le macadam sur mon visage, je devrais avoir froid, je n'ai pas chaud non plus, je ne me retourne pas, c'est impossible, mon corps est inerte, cassé. Flora, édité aux éditions Academia, une chouette maison d'édition qui se trouve à Louvain-la-Neuve. Bonjour Douchka Van Olfem, bienvenue sur nos antennes et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, vous nous offrez un livre, un roman qui s'intitule Flora, dont le premier de couverture est assez interpellant. C'est une photo en noir et blanc et c'est très beau et en même temps interpellant parce qu'on a l'impression de se laisser happer, de se laisser aspiré par quelque chose de noir. Pourquoi ce premier de couverture ? Eh bien, c'est un beau tableau d'une amie peintre qui s'appelle Daniela Baziou. Et ce tableau spécifiquement m'a fait penser au tout début du roman, qui est une scène juste après un accident de voiture, où l'un des deux personnages de mon roman se retrouve victime d'un accident. Et l'histoire commence par là. Oui, l'histoire commence et on ne va pas la dévoiler. Cependant, le quatrième de couverture nous ouvre quelques portes, tire un fil rouge, puisqu'il nous dit clairement qu'après un accident de voiture, Francis refuse d'admettre qu'il est mort. Mon Dieu, mais vous commencez très fort. Pourquoi la mort ? C'est un sujet qui m'intéresse, qui intéresse finalement, je pense, tout à chacun. J'aime bien traiter des sujets qui touchent, qui nous touchent au quotidien. J'aime beaucoup traiter les sujets aussi qui traitent des relations humaines. Et ce roman, finalement, amène ces deux sujets. Les relations entre les gens, certes, dans la perspective des relations malsaines, parce que c'est ce qu'on va découvrir dans ce roman. Et la mort reste un sujet extrêmement présent. Et ici, évidemment, comme Francis est mort et que l'histoire commence avec le fait qu'il soit mort, bien voilà, on est en plein dedans. C'est vrai que la mort est inéluctable, elle nous attend tous et quelque part on la refute. On se demande pourquoi, puisque c'est un chemin vers lequel nous nous dirigeons tous. C'est étrange, hein, ce déni. La mort est un tabou dans notre société. Et je pense malgré tout que ce qui fait le plus peur dans la vie, c'est de ne pas savoir. Et paradoxalement, nous repoussons cette idée de la mort dans la vie. Francis est le premier à le repousser. Alors Flora est plongée dans le coma et revit les mois qui ont précédé le drame. C'est elle qui conduisait. Alors j'imagine qu'effectivement conduire et avoir un passager qui est décédé, ça doit avoir un impact psychologique terrible. Bien, Flora, c'est la compagne de Francis. C'est elle qui conduisait en effet. Et pendant qu'elle est dans le coma, elle revit des moments de leurs mois, des mois qui ont précédé. Flora est dans le coma, elle revit les moments les mois qui ont précédé l'accident de voiture, et on se rend compte au fil des pages et des chapitres que cet accident n'est pas un hasard. Flora est la compagne de Francis. Et ce sursis, ce sas d'existence qu'est le coma, lui donne l'occasion justement de faire le point sur sa vie aussi, au-delà de la relation qu'elle a eue avec Francis. Alors, en se plongeant dans le quatrième de couverture, parce qu'il faut être honnête, je n'ai pas lu votre livre, je n'ai pas lu votre roman, donc on travaille un peu sans filet, et c'est tant mieux, pourquoi pas. Mais on découvre que Francis, on le rappelle, est décédé, et Francis pourtant se lance dans une quête folle, celle de retrouver une forme humaine. Oui, alors quelque chose de totalement impensable pour Francis, c'est que sa vie se termine parce qu'il a effectivement toujours tout misé dans sa vie pour recevoir une reconnaissance extérieure et surtout avoir le contrôle sur tout et tout le monde autour de lui, parce que
Il a un rapport extrêmement pervers, manipulateur avec la vie et les gens qui l'entourent. Donc le fait qu'on lui enlève la vie, c'est quelque chose de totalement impensable, quelque chose auquel il ne peut pas accéder. Et donc il va chercher une solution. Jour 20. Maria et Domenico sont arrivés tôt ce matin. Je parlais à Flora qui ne se montre et ne répond toujours pas. Je n'en peux plus de ce petit jeu de cache-cache. Je finirai bien par l'attraper. Après tout, j'ai une longueur d'avance sur elle. Elle ne gagnera pas. Elle n'est pas assez forte pour cela. Ma force et ma volonté sont inépuisables, alors que Flora est faible. Oui, évidemment, elle est faible, elle est dans le coma. Oui, il a aussi une vision de Flora extrêmement faible. Il a l'idée qu'il a récupéré Flora, ils se sont rencontrés à l'université. Et pour lui, c'est lui qui a mis Flora à la lumière. Si elle est devenue qui elle est, elle fait aussi une belle carrière. C'est grâce à lui. Le principe même de ce type de personnage qu'est Francis, c'est qu'il va aller, on va dire... voilà, donc un pervers narcissique va se nourrir de l'essence de la personne sur qui il a un contrôle. Donc évidemment, tout ce que Flora réussit, ça lui incombe, ça lui appartient. Lui aussi souffre d'un vide profond qui fait qu'il a besoin de remplir ça de cette manière perverse et narcissique. Alors on parle de perversité narcissique. Alors on parlait de perversion narcissique, un sujet qui me semble vous approcher avec énormément de connaissances. Je pensais au départ que vous auriez fait des études ou suivi des études ou un cursus psychologique ou de psychiatrie, mais pas du tout, vous avez fait Sciences Po. Oui, j'ai fait sciences politiques. Après, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de sujets différents. J'ai fait une formation aussi. Et dans cette formation, il y avait un cours en psychopathologie qui m'a donné des bases de compréhension de ce type de pathologie et aussi du portrait, entre guillemets, de la victime type du pervers narcissique. Et c'est effectivement ce que j'adresse dans le roman. C'est qu'on n'est pas par hasard victime d'un pervers narcissique. Oui, justement, je vous interromps, et oui. Pardonnez-moi, mais j'avais lu quelque part qu'il n'y avait pas de bourreau sans victime et pas de victime sans bourreau. Et donc, dans ce cas de relation très particulière, en fait, il y a un jeu pervers entre les deux antagonistes. Mais tout à fait. Il y a une attente et un besoin chez l'un et chez l'autre qui va aller chercher chez l'autre. Donc il y a cet aller-retour. Et maintenant, je ne suis pas psychologue et le roman ne prétend pas donner toutes les réponses. Ça reste vraiment une fiction. Mais les deux personnages, de manière extrêmement différente, vivent une sorte de vide dans leur personnalité. Ils leur manquent des fondations essentielles et ils cherchent justement à remplir ce vide intérieur à travers l'autre et de manière opposée. Et c'est pour ça justement qu'ils sont l'un est victime et l'autre, enfin l'une est victime et l'autre est le bourreau. Et c'est justement pour ça que j'ai trouvé sympathique de adresser ce sujet quand même extrêmement noir et triste et que l'on vit. On est nombreux à de temps en temps rencontrer ce type de relation entre les gens ou un personnage de ce type-là, mais j'ai voulu aussi le prendre un peu en contre-pied en mettant mon bourreau dans la position de la victime, et cette fois-ci donc victime d'un accident de voiture, et de me dire ok, mon bourreau est victime, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Oui, justement, vous me volez les questions de la bouche. Pardon. L'inversion des rôles, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous devez quand même être quelque part manipulatrice de la plume. Merci pour le compliment. C'était pas un exercice facile à faire parce que c'est un récit alterné à la première personne. Donc un chapitre, on suit Francis à la première personne et au présent. L'autre chapitre, on suit Flora à la première personne et au présent. Donc j'avoue que c'était un corps à corps compliqué certainement quand je devais prendre le point de vue de Francis. Et cette liberté que j'ai prise à finalement faire en sorte qu'il soit mort et que ce soit un fantôme, ça m'a donné un peu de distance, ça m'a donné comme possibilité d'amener aussi de l'humour et un peu de légèreté, même si c'est vrai que c'est un roman avant tout
profond et qui vient avec des sujets importants. Et d'actualité, parce que l'on en parle de plus en plus, il suffit d'ouvrir la presse, de lire la presse, et puis on est parfois surpris de voir que dans nos sociétés, il y a peu de choses à faire. Que peut-on faire lorsqu'on est confronté à ce genre de pathologie? D'abord, il faut pouvoir définir cette pathologie, il faut pouvoir la repérer. Ce n'est pas un travail simple, parce que souvent, me semble-t-il, je n'en suis pas certain, ce sont des gens hyper intelligents. Oui, j'ai l'impression aussi. Il faut en avoir dans la tête pour pouvoir manipuler à un point. Je pense qu'il y a quand même des degrés différents. Il y a aussi dans les victimes des degrés différents. Et je pense que pour les victimes, la première chose, au-delà de définir ou de pouvoir mettre un nom, une pathologie sur son partenaire, c'est avant tout de trouver chez soi ce qui ne va pas. Parce que fondamentalement, la victime du pervers narcissique, il lui manque ses fondations, il lui manque des choses pour fonctionner dans la vie. Et même si demain, son bourreau devait rendre l'âme comme Francis, c'est pas pour autant qu'elle sera libérée de ses manquements fondamentaux pour fonctionner dans la vie. Alors, un livre sur le narcissisme, positif ou négatif? Je pense que ça dépend tout à fait pour le lecteur du point de vue qu'il a vis-à-vis de la mort, du deuil. Certains retours de lecteurs sont chaleureux, sont magnifiques, ils sont heureux. Pour eux, le déroulement du roman est tout à fait logique. Et d'autres ont plus de mal parce que c'est un drame psychologique quand même. Et ça fait appel à des sujets qui peuvent toucher. Et selon le rapport que le lecteur a vis-à-vis de ces sujets-là, s'il a un deuil qu'il a eu du mal à gérer ou une relation justement perverse dans laquelle il peut être, il ou elle, ou dans laquelle il commence à réaliser qu'il est dedans, il va lire ce livre différemment et le vivre autrement. C'est sûr que ça laisse personne indifférent pour le moment en tout cas. Oui, d'accord, mais vous parlez également ou vous approchez le sujet de la réincarnation, parce que chercher à vouloir retrouver un autre corps, c'est malgré tout frôler cette frontière infine qui nous conduit vers l'espérance de la résurrection. Oui, c'est pas le sujet dans le livre, vraiment. Francis est juste dans une négation profonde de ce qu'il peut y avoir après. Et la question n'est pas de savoir ce qu'il y a après. Le roman ne traite pas ça. Il traite le fait que Francis est dans la négation de la vie, des rapports aux gens et du rapport à lui-même et de ce qui manque chez lui. Roman huis clos? Oui, plutôt. Certainement, hein, oui. Certainement. Je ne comprends pas pourquoi sont-ils tous agglutinés autour d'elle. Personne ne s'inquiète de moi, ce n'est pas juste. C'est elle la fautive, c'est de moi dont il faudrait s'occuper en priorité. C'est étrange, je ne sens rien, je dois être mal en point. Je suis allongé sur le ventre, je ne sens pas la pluie qui s'abat sur mon dos dans la nuit noire. Je ne sens pas le sol humide. Le macadam sur mon visage, je devrais avoir froid, je n'ai pas chaud non plus, je ne me retourne pas. C'est impossible. Mon corps est inerte, cassé. Évidemment, on avait déjà lu une partie de ce paragraphe, mais on retrouve très très bien ce côté « moi, je ne comprends pas ». C'est de moi dont il faudrait s'occuper. Et ce pronom personnel, première personne, est bruyant, fait un bruit terrible dans votre phrasé. Il remplit le vide de Francis. Oui. Inconsciemment, il sent avec énormément de violence au quotidien, à chaque respiration, son vide. Et cette obsession du moi est devenue une sorte d'obsession de s'aimer lui-même et de chercher, d'où le terme narcissique. Oui, tout à fait. Parce que Narcisse est mort de s'aimer trop. Mais devient cette obsession de lui-même, lui vient de ce vide et il n'en sort pas, lui non plus. Je dirais que les victimes ont plus de chances de guérir que le pervers, mais après moi je ne suis pas, nouveau à répéter, c'est important ce que j'avance, je ne suis pas psychologue ni psychiatre. Ceci dit, le roman a été relu par un psychiatre et une psychologue parce que je ne voulais pas non plus venir avec des choses fausses.
Mais pas mal réussi, n'empêche, on peut se poser la question, si l'on parle effectivement du pervers qui manipule, hein, manipulateur né, c'est presque un réflexe, mais ça doit cacher pas mal de blessures, hein, ça. Oui, hein, donc ce vide dont je parle tout à l'heure ne vient pas de nulle part. Après, ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est qu'il y a aussi dans les parents une personne extrêmement castratrice, ce qui est le cas pour Francis, qui a une maman qui est particulièrement présente et un papa très effacé. Et il a une relation de jalousie extrême vis-à-vis de son frère aîné. Donc Francis a un frère aîné qui prend beaucoup de place, qui avait toujours été particulièrement chuchoté par sa maman parce qu'il était... soi-disant un peu plus faible que Francis. Et donc il a manqué des choses essentielles à Francis pour se construire, notamment par la présence de cette maman castratrice et ultra présente, quoi. Alors, Doushka Van Olfen, vous êtes diplômé en sciences politiques, hein, vous êtes issu de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, pour nos amis français et suisses. Vous êtes écrivain, conseil en communication externe, mon Dieu, je dois rester humble et faire attention à ce que je prononce. Rédactrice et traductrice. Traductrice en quelle langue? Néerlandais, anglais, français. En wallon? Ah non, ça doit venir, hein. Je dois prendre des cours. Alors, je ne vais pas donner votre date de naissance, je me sentirai trop vieux, hein. Vous êtes né à Celles-Saint-Cloud, c'est en France, dans une famille néerlandaise. C'est marrant, ça, hein? On est en Europe, hein, on est en Europe, c'est pas si bizarre que ça. Et puis je trouve qu'en Belgique, en fait, je suis très bien à ma place parce que j'ai toute une partie de mon identité qui est francophone et puis une partie qui est néerlandophone. Voilà, après, dans les années 70, mes parents sont partis des Pays-Bas pour construire leur vie en région parisienne et je suis née là, j'ai été à l'école jusqu'à mes 15 ans. Voilà, en Voilà, 89, en Belgique. 89, vous arrivez Voilà. dans le plat pays, hein, Voilà. le pays de Brel. Ouais. Trilingue, on l'a dit. Diplômée en Sciences Po, on l'a dit. Maman de 2 enfants. Ruben et Luce, oui. Que du bonheur. Oui. Et vous vivez avec votre époux à la campagne, dans le Brabant wallon. Chouette environnement, hein? Ah oui, tout juste à la frontière avec le Namurois, à Wallin-Saint-Paul. Oui, pas loin de Waterloo. À Waterloo, il faut quand même compter une demi-heure pour y aller. Hein, C'est rien, ça. Plus près de Namur que de Voilà. Waterloo. Hein. Vous venez de Paris, vous habitez près de Waterloo, qu'est-ce que c'est comme symbole? Petit détour dans la publicité. Oui, Et un vous peu par hasard. Hein. Voilà, et vous retrouvez matière à études en travaillant en tant que responsable en communication dans un chouette truc qui s'appelle Oxfam. Ah oui, j'étais très heureuse. Donc j'ai fait, c'est vrai, de longues années dans le milieu de la communication et de la publicité. Je suis tombée dedans un peu par hasard, effectivement, après mes études et j'y suis restée assez longtemps, mais ce qui m'a permis d'apprendre les métiers de la communication et de pouvoir après les mettre en pratique pour des causes et des matières qui me tiennent à cœur depuis toujours, raison pour laquelle j'ai fait des études de sciences politiques avec une spécialisation relations Nord-Sud et donc Oxfam évidemment et Oxfam Magasin du Monde particulièrement où j'étais responsable communication, voilà, ça tombait à pic et c'était dans le cœur de tout ce que j'aimais faire. Ouais. Voilà, on a parlé de votre roman qui s'intitule Flora, mais il n'y a pas que celui-là. Vous avez écrit Intime dissemblance. De quoi s'agit-il? Alors, Intime dissemblance, on est dans un roman bien plus positif et dans un sujet, mais il y a plusieurs sujets. Alors, il s'agit de 3 femmes. Une vieille dame, Marianne, qui a 92 ans, sa fille Hélène, qui a une bonne 60aine d'années, et sa petite fille Juliette, qui a 30 ans. C'est un roman qui relate les sujets de l'identité, de la transmission, la féminité à tous les âges, la sensualité à tous les âges aussi. C'est un roman qui traite de sujets universels comme donner la vie et vivre avec la mort. C'est un roman situé à Bruxelles, fortement situé aussi, donc on aime bien reconnaître là des lieux qu'on connaît, si on est bruxellois ou belge. Voilà, c'est un roman très coloré, très, très, très humain. Voilà. Et puis, il y a quelques lignes qui me chipotent un peu. Hein. Vous dites, pour Marianne, sa petite fille lui ressemble jusque dans des détails que Juliette est loin de supposer.
Il y a quand même une intrigue. Hein. Oui, ça m'intrigue. On est dans un milieu matriarcal et j'adore ça. Alors, j'imagine effectivement que ces femmes se cherchent un peu, se titillent, et puis ont le besoin viscéral l'une de l'autre. J'improvise, je ne connais pas ce livre. De toute façon, dans les relations mère-fille, peut-être aussi père-fils, mais j'avoue que je connais moins bien. Il y a ce côté, dans toutes les familles, tu me ressembles, ou ou la grand-mère qui se projette dans sa petite-fille, ce qui est véritablement le cas ici dans ce roman. Et Juliette qui essaye simplement aussi d'avoir son existence singulière, qui a un caractère assez fort et qui n'apprécie pas trop qu'on la mette... Donc elle n'apprécie pas qu'on la mette dans des cases, elle va avoir sa propre identité. Maintenant elle a 30 ans, donc c'est quand même une femme adulte et assez mature. Mais elle est face à quelque chose qui est traité dans le livre aussi. Hein. Je disais donner la vie et c'est un sujet vraiment central du roman, de la difficulté de devenir mère. Et Flora, ça fait 5 ans qu'elle essaye de devenir mère. Et donc, effectivement, le lecteur va la suivre dans ce combat-là de devenir mère. Et elle va décider de faire une fécondation in vitro. Mon Dieu, impatient de vous lire. Duška van Olffen, vous avez publié 2 romans. Flora, dont on vient longuement de parler, qu'on parle de manipulation narcissique. Ensuite, Intime dissemblance. Là, c'est plutôt une histoire intimiste entre 3 femmes, 3 générations différentes. Merci encore d'avoir participé à nos émissions. Et puis, déjà, je vous invite que je me parle très mal à une prochaine émission en studio où nous serons peut-être un peu plus au calme. À bientôt et bonne chance pour ce salon. N'oublions pas, ces interviews sont en public, un peu bousculées et pourquoi pas, c'est tant mieux. Merci beaucoup Philippe.